C'était une idée stupide, je sais. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, je sais que c'était mal, mais je devais le faire. J'en avais besoin. Je ne pouvais pas faire autrement. Si vous trouvez ceci, si vous le lisez, je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Il y a un endroit dans ma ville qui s'appelle le pont Gardevoir. Il sert principalement de passerelle entre notre ville et le reste de la région. C'est un pont plutôt joli, de haute construction en métal noir, avec des fils d'or spéciaux qui brillent sous les embruns brumeux des vagues déferlantes. Il y a une histoire, mais son histoire n'est pas aussi jolie qu'elle l'est. Quelques personnes meurent chaque année. En général, c'est en hiver, quand le monde est sombre et froid, et que les esprits se cachent dans l'ombre. La plupart d'entre elles sont imputées à la neige et à la glace glissante, qui les font tomber accidentellement vers la mort. Elles finissent par devenir une masse sanglante et pulpeuse sur la glace escarpée en contrebas. Mais certains disparaissent, tout simplement, pas un cheveu ni rien d'autre, presque comme s'ils n'existaient pas. Et certains sont retrouvés. Ils meurent quelques jours plus tard, se griffant la peau et les yeux, hurlant et pleurant, mais personne ne comprend pourquoi. Il y a une rumeur, mais elle n'a jamais vraiment signifié grand-chose. Il y avait une dresseuse, une jolie dresseuse, avec des beaux yeux bleus et des cheveux noirs. Celle-ci s'est suicidée. Elle a sauté du pont et s'est écrasée contre la glace en contrebas. Elle avait libéré ses Pokémon avant, mais l'un d'eux l'avait suivie. Il l'avait vue tomber, l'avait vue s'écraser sur la glace impitoyable. Il avait couru à ses côtés et avait tout essayé pour la sauver. Il avait pleuré sur sa pierre tombale pendant des semaines, refusant de quitter les côtés de son dresseur. Ce Pokémon était Gardevoir. Après que le Gardevoir soit mort de chagrin, personne ne sait vraiment. Ils savent juste qu'il avait cessé de giser à côté de la pierre tombale, et les choses sont devenues bizarres dans la ville. Les gens connus comme des tyrans ont été tués. Ils ont été retrouvés pendus à la charpente, dans un nœud coulant, ou éclaboussés au fond de la rivière. La police a imputé le suicide, mais chaque année, par la suite, un festival a eu lieu et les morts ont cessé. Mais parfois, les gens se rendaient au pont, avant le festival, contournaient les sections fermées pour aller supplier Gardevoir. Parce que la rumeur court que Gardevoir exaucera le vœu d'aider ceux comme son entraîneur pour compenser le fait de ne pas pouvoir la sauver. Mais ceux qui plaident sans bonnes intentions disparaissent ou meurent. C'est aussi simple que cela. La plupart des gens ne croient pas à cette légende, mais il y a une chose que nous respectons tous, le pont Gardevoir. Mon amie Stacy se sentait assez mal ces derniers temps. Elle avait atteint le fond du gouffre. La haine envers soi-même était si grande qu'elle aurait pu remplir l'océan. Je voulais l'aider, mais rien n'y faisait. Mes efforts la rendaient de plus en plus triste. J'ai finalement décidé de faire quelque chose à ce sujet. J'allais trouver Gardevoir et le supplier d'aider Stacy. C'était une nuit glaciale. Le vent hurlait et les rafales de neige me piquaient les joues et le nez. J'ai décidé d'y aller la nuit pour éviter que les gens essaient de m'arrêter. Je tremblais à chaque pas qui me rapprochait du pont. L'air s'est calmé dès que j'ai mis le pied sur le pont. J'avais l'impression d'entrer dans une église. Je m'attendais presque à entendre des cloches, tandis que je marchais solennellement sur le trottoir glacé. Mais rien ne m'accueillit, à part le silence et la douce lumière jaune des lampadaires. C'était étrangement paisible. Je suis arrivée au milieu du pont et je me suis arrêtée. J'ai lu la plaque en silence. Parti, mais pas oublié. Pas de ce monde, mais quand même. Présent dans nos cœurs. J'ai pressé mon doigt sur mes lèvres avant de toucher le nom en bas, presque complètement usé par le même geste de beaucoup avant moi. Je sentis une main se poser sur mon épaule et dans la panique, je me suis retrouvée à terre. « Désolée !» hurlai-je instinctivement, levant les mains pour protéger mon visage. Je levai les yeux et la vis. La Gardevoir se tenait devant moi, la douce lumière lui donnant un aspect angélique et surnaturel, comme dans un rêve. J'ai vu ses cheveux bleus, courts et sa robe blanche soyeuse, et j'ai eu le souffle coupé.
C'était ce qu'on appelle un Pokémon Shiny. Des Pokémon qui naissent avec des couleurs différentes. Certains sont tellement vénérés qu'ils sont pratiquement vénérés comme des dieux. Je n'avais vu que 2 poissons brillants dans ma vie. Un grognement dans un cirque et un Phibas qui nageait trop loin dans le ruisseau. Le gardevoir ne sourit pas, mais tendit les bras, comme pour montrer qu'il n'avait aucune intention de me faire du mal. « Dis-moi ce que tu désires. » Je hais les clowns, tous autant qu'ils sont. Les clowns de cirque, les clowns des rues, et aussi ceux des hôpitaux, même s'ils ont le but de nous faire rire et oublier nos problèmes et le quotidien. Mon traumatisme a commencé à la même période que beaucoup de personnes à l'époque. Un téléfilm sorti, il y a un bout de temps, racontant l'histoire d'un clown qui adorait se nourrir de jeunes enfants. Quelle idée d'avoir regardé le début. Moi qui pensais que ce serait un téléfilm sur un clown gentil, grave erreur. Je dois avouer que mon traumatisme ne s'est pas arrangé avec les années. Des abrutis s'amusaient à reproduire des scènes de ce téléfilm, des connards, se faisant passer pour des clowns tueurs pour effrayer les gens pour les fêtes d'Halloween. Le pire, c'est que pour faire plaisir à ma nièce, je suis allée au cirque de ma ville pour l'accompagner. Pauvre de moi, j'étais devenue la muse d'un clown. Tout le long de la représentation, il me taquinait et j'ai dû danser avec lui devant toutes les personnes présentes sous le chapiteau. Bref, je vous raconte pas mon calvaire après ce passage. Mais ça va, mon compagnon est là pour me rassurer et me protéger. Lors de mes angoisses, lorsque j'en croise ou que je vois une simple affiche ou un mannequin lorsqu'Halloween approche. Mais je crois qu'il a trouvé une solution. Il m'a dit qu'il s'occuperait de tout et qu'il me prévoyait une surprise. Et en effet, quelle surprise! Un soir, après son travail, il m'a emmené dans un entrepôt abandonné, assez éloigné de la ville. Cet entrepôt appartient à son père, mais il ne servirait que dans quelques mois. Quelle fut ma surprise et mon incompréhension en pénétrant dans l'entrepôt. Au fond de celui-ci se trouvait un clown d'hôpital, reconnaissable grâce à une blouse blanche et l'étiquette de l'hôpital où il était censé redonner le sourire aux jeunes enfants. Il était attaché par une chaîne à moitié dans les vapes. Juste à côté se trouvait une table où étaient entreposés différents objets de torture en tout genre. Une batte à pointe, un arracheur de langue et différentes lames de différentes tailles, tout aussi tranchantes les unes que les autres. Quelle belle preuve d'amour venant de mon compagnon, lui seul qui pouvait connaître et comprendre mon côté sadique, malgré certaines angoisses, moi qui attendais ce jour depuis si longtemps. Je pense que je vais commencer par lui arracher son nez. Son sang, il sera encore plus rouge que son fameux nez de clown. Ensuite, lui couper les doigts, un par un, en prenant tout mon temps. Juste après, je lui arracherai la langue, juste pour le plaisir, pour finir par lui trancher la gorge, pour le laisser se vider de son sang. Il me suppliera de l'épargner, j'en suis sûre, et je serai sans pitié en voyant la peur dans ses yeux. Mais je ferai la sourde oreille, et j'y prendrai du plaisir. Mais bon, mon traumatisme envers ces clowns ne disparaîtra pas en une seule fois. Donc je pense qu'il m'en faudra beaucoup d'autres, et je dois l'avouer, juste les torturer, innocents ou non, ce sera mon petit plaisir. Que voulez-vous? C'est mon petit côté sadique. J'habitais un petit village dans la campagne, très à l'écart des autres villages. À côté de ma maison, il y avait une grande vallée qui s'étendait à des kilomètres, avec rien d'autre que du gazon et quelques arbres. Il n'y avait rien d'autre sauf peut-être ce bâtiment, trop lointain pour distinguer le moindre détail. Je l'ai toujours aperçu, sans jamais me demander ce que cela pouvait bien être. Mais un jour, j'ai interrogé mes parents, qui m'ont dit que c'était une très vieille église où l'on célébrait de grandes messes qui recueillaient des centaines de personnes venues de villages lointains pour la beauté du bâtiment et des cérémonies. Le bâtiment avait été abandonné à la suite d'une grave maladie qui commençait à se répandre parmi les occupants de l'église. Personne n'osait s'approcher, car l'endroit serait hanté par les esprits des malades n'ayant pas survécu.
Les enfants du village se lançaient des défis, comme celui de s'approcher le plus près possible de l'église, mais aucun d'entre eux ne s'approchait à moins de 50 mètres, là où la végétation semblait mourir. L'église a commencé à hanter mes pensées. C'était devenu une obsession. J'étudiais l'histoire de l'église, les grandes cérémonies divines, la vie des moines, des sœurs et tout autre partisan de l'église. Jusqu'à cette nuit où j'ai rêvé d'elle. J'étais devant la porte. Le bâtiment était en ruine. Il y avait des tombes tout autour de l'infrastructure. Les cierges étaient allumés. J'étais en même temps pétrifié par la peur et attiré par la curiosité. Mais mon rêve prit fin. Cette église a continué de m'obséder. Pendant des semaines, des mois, je faisais sans cesse le même rêve. Mais un jour, j'ai décidé de m'y rendre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais donc pris un sac à dos avec une lampe torche, un couteau, un briquet, une paire de jumelles. Tout était en ruine. Pas de lumière, pas de silhouette étrange ou autre fait inexplicable. Je me suis approché encore un peu. Ça y est, j'étais à l'endroit de mon rêve, devant cette porte, entourée de toutes les tombes. Devant cette porte, j'avais un sentiment très étrange. Ce n'était pas de la peur. Je me sentais attiré par le bâtiment, mais j'avais l'impression que je n'en sortirais pas. Soit, ma décision était prise. J'ai posé les mains sur les poignées glacées de la porte et je l'ai tirée vers moi. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement abominable et laissa entrevoir l'intérieur de l'église. C'était une église tout à fait normale. Il s'y trouvait des bancs, des cierges et des crucifix et des récipients contenant de l'eau bénite. Dans le doute, j'avais rempli une des fioles qui se trouvait là avec un peu de cette eau. Je m'approchais doucement du fond de la salle, tout en prenant quelques photos. Quel bâtiment magnifique! Étrangement, il n'y avait aucune autre porte et aucune autre pièce. J'ai donc fait demi-tour, quand soudain, la porte se ferma violemment. Tous les cierges se sont allumés. Le ciel est devenu vert, très sombre. Il n'y avait aucun bruit, mais je me sentais pas seule. Après quelques minutes, des silhouettes sont apparues sur les bancs. Elles étaient toutes assises, en silence, sans bouger. Je restais là, à observer et à écouter. Puis un coup de vent. Ce coup de vent a déplacé le vieux tapis dans un nuage de poussière, laissant apparaître une trappe. Une fumée obscure s'échappait de la trappe, et je n'en voyais pas le fond. J'ai pris ma lampe torche et descendis prudemment l'échelle qui s'engouffrait de plus en plus dans l'obscurité, jusqu'à ce que je touche le fond. C'était un grand couloir sombre, éclairé par la seule lueur de ma lampe. Le sol était recouvert d'un étrange liquide nauséabond. J'avançais dans le couloir. Au loin, il me semblait entendre des voix, des prières sans doute. Arrivé au bout du couloir, j'ouvris une porte. Derrière la porte, une petite pièce, très froide, avec en son centre un autel sur lequel était posé un vieux parchemin, que je pris en photo avant d'essayer de le lire. C'était écrit en latin. Je n'ai pas pu comprendre grand-chose, mais cela me parlait. Libérer l'âme des mortels par des rites. Intrigué, j'ai observé le reste de la pièce. De nombreuses peintures y étaient accrochées, toutes plus sinistres les unes que les autres. L'une d'elles montrait une personne en train de brûler sur un bûcher. Une autre représentait un couple battu à mort par des moines. Une dernière montrait des âmes qui s'envolaient vers Dieu. Était-ce donc ça, ces fameux rites? Quel était cet endroit? Une étrange odeur de mort commençait à se faire sentir dans la salle. Je me sentais mal. J'avais la tête qui tournait et je me suis évanouie. À mon réveil, je me trouvais dans une autre pièce, plus petite et plus froide. J'étais enchaînée au fond de la pièce. Il y avait une porte avec des barreaux, en fer. Derrière elle, semblait se tenir quelqu'un. J'entendais encore ces voix, ces chants. Que vont-ils me faire? Regardant autour de moi, j'ai aperçu mon sac. Je l'ai attrapé tant bien que mal, malgré les chaînes, et j'y ai pris l'eau bénite, le couteau et le briquet. Au même instant, la porte s'est ouverte, et une personne est entrée.
Cette personne était recouverte de pustules et de sang. Sa peau avait l'air pourrie par endroits et nécrosée à d'autres endroits. Au moment où il me détacha, je lui lançai la bouteille d'eau bénite sur le visage. Cela semblait lui faire très mal. Je me suis mise à courir dans le dédale de couloirs, jusqu'à retrouver l'échelle menant à la trappe et jusqu'à sortir de l'église. Je courais encore et encore. Je n'en pouvais plus, mais je ne pouvais m'arrêter. J'étais enfin arrivée dans le village. Tout y était calme. Les habitants vivaient leur vie comme s'il ne se passait rien. Je jetai un dernier regard à l'église. Tout semblait être rentré dans l'ordre. Les nuages verts avaient disparu. Et si c'était encore un rêve, que tout cela semblait irréel. Je rentrai chez moi, mais il n'y avait personne. La nuit tombée, je suis allée me coucher, mais je ne trouvais pas le sommeil. Vers 2 heures du matin, les chants, je les entendais. Ils se rapprochaient. Et la porte de ma chambre s'est ouverte. 2 personnes, elles aussi couvertes de pustules et en état de décomposition. Elles m'ont attrapée, ligotée et emmenée en direction de l'église. Les bancs de la première salle avaient été remplacés par une étrange machine auquel mes kidnappeurs m'ont attaché. De longs chants ont retenti et un culte étrange se déroulait. Puis 2 individus se sont approchés de 2 manivelles reliées à la machine. Ils les actionnèrent et la machine se mit à tirer sur mes membres, lentement. La douleur était insupportable. Je hurlais de toutes mes forces, mais la machine continuait à m'écarteler jusqu'à ce que mes membres lâchent, et dans un dernier cri, je perdis la vie. Si quelqu'un lit cette histoire, n'approchez pas de l'église, éloignez-vous d'elle le plus possible, mais si comme moi, votre curiosité est trop grande, il se pourrait que ce soit moi qui vous accueille. Je m'appelle Léonie et j'ai 17 ans. Je suis malheureusement qu'une fille tout à fait banale, pas très jolie, pas très bien habillée et surtout vivant dans un vieux taudis. Je vis seule avec ma mère qui a un sacré don pour la sorcellerie et qui est très imaginatif pour ce qui est de trouver des façons de tuer les gens. Mais j'y reviendrai plus tard. Je vivais un calvaire au lycée, chaque jour, moqueries, insultes et tout ce qui s'ensuit. Dès que je rentrais chez moi le soir, je m'adonnais à ma passion, qui est le dessin. C'est un échappatoire pour oublier mes soucis et le calvaire que je subis au lycée. Mais il y a 4 personnes qui se démarquaient des autres abrutis du lycée. Monsieur Thomas, le prof de sport, les sœurs jumelles Linda et Julia, et surtout Emeric, le plus beau garçon du lycée, qui m'ignorait totalement. Vous avez peut-être remarqué que je parle d'eux au passé, non? J'avoue que je dois y être pour quelque chose dans la mort de ces 4-là. Mais avant que je vous raconte comment j'ai réalisé certaines de mes plus belles œuvres, je vais vous raconter ce que ces 4 personnes m'ont fait subir avant de me juger pour mes actes. Les sœurs jumelles s'amusaient à me jeter hors des vestiaires pendant les heures de sport, à moitié nues devant pratiquement toute la classe. Dire que le prof de sport n'intervenait pas. Pire, il m'humiliait encore plus en ricanant, et que je lui faisais penser à un gros déchet. Et cet enfoiré d'Emeric était au courant que j'étais amoureuse de lui, m'a regardé avec dégoût et m'a clairement dit qu'il préférait que plusieurs filles se jettent sur lui plutôt que de sortir avec un laidron comme moi. Bref, c'était la fois de trop. L'heure du massacre allait commencer. Vous vous souvenez que j'ai une passion pour les dessins, non? Eh bien, j'ai sorti mes plus beaux crayons couleur et commencé à mettre sur papier mes idées les plus macabres pour me débarrasser de ces moins que rien. Bien sûr, j'ai quand même demandé à ma mère quelques petites idées. J'ai commencé par les sœurs jumelles, ces poufs de Linda et Julia. Je les ai dessinées. Julia, en train de manger de la viande bien rouge. La provenance de cette viande? Sa sœur, bien sûr. Après, je l'ai redessinée, prenant un couteau et se trancher la gorge comme signe de remords. Imaginez l'horreur quand leurs parents sont entrés et assisté à cette scène macabre. J'en ai ri pendant des jours. Ensuite,
Le prof de sport. J'étais quoi pour lui déjà? Ah oui, un simple déchet. Eh bien, c'est là que je l'ai dessiné, dans les ordures, une barre de fer plantée dans le crâne, nourrissant les animaux errants, affamés. Fallait bien les nourrir, ces pauvres bêtes. Enfin, terminons par ce cher Émeric. Toi, qui aurais préféré que tout plein de filles se jettent sur toi, au lieu de sortir avec moi. Très bien, j'ai réalisé ton souhait. Et en bonus, j'ai dessiné toutes ces poufs en train de te lacérer et manger des parties de ton corps. Tout ça accompagné de cris atroces. Après ce passage, plusieurs d'entre elles ont fini par être suivies par des psys. Ah, quelle joie! Bref, je dois vous laisser. Ma mère et moi devons encore trouver des idées de nouvelles morts macabres et tout aussi inventives pour nous débarrasser cette fois-ci du voisinage. Juste un avertissement. Priez d'être sympathique et très gentil avec moi si vous me croisez un jour. Sinon, ça pourrait être vous, mes prochaines victimes. C'est en 1786 que d'importants travaux furent entrepris sur Castle Street, Liverpool, dans le but d'élargir le chemin. Cette route centrale était importante et l'élargissement fit passer la rue de 2 à 4 voies, permettant également aux piétons de profiter de larges trottoirs. Beaucoup de vieilles maisons délabrées furent démolies lors du réaménagement et de nouvelles propriétés furent bâties à leur place. Ces nouveaux espaces étaient très convoités et certains n'hésitèrent pas à utiliser quelques supercheries pour se les approprier. C'est dans ces conditions qu'une ancienne locataire, une vieille dame du nom de Mary Gore, fut contrainte de quitter sa petite maison de Castle Street. Le peu d'argent de compensation qui devait lui revenir fut gardé par un contremaître malhonnête chargé des travaux. Lorsqu'elle comprit que son argent avait été détourné, Mary Gore, en colère, se rendit sur le chantier et maudit le contremaître. Elle lui souhaita une mort terrible et mémorable, avant de brusquement faire demi-tour et de disparaître dans une ruelle. Sans le sou, elle devait maintenant vivre avec sa sœur Isabelle, qui travaillait dans une auberge nommée Golden Lion Inn, à quelques pas de son ancienne demeure. Le contremaître, dont le nom était Collins, n'en fit pas de cas. Un de ses ouvriers irlandais vint le rencontrer, prétendant que Mary Gore était une sorcière et que cette malédiction devait être levée à tout prix. L'Irlandais conseilla à son patron de remettre l'argent qu'il avait volé à la vieille femme, afin d'éviter de faire face à cette sorcière et de ses amis. Collins ordonna à son ouvrier de reprendre le travail, tout en ridiculisant ces histoires de sorcières et de mauvais œil. Il n'avait pas l'intention de remettre cet argent à la vieille femme, et il en ferait un meilleur usage qu'elle. Ce que le contremaître ignorait, c'est que Mary Gore était une sorcière, et pas n'importe laquelle. Elle appartenait à un important cénacle de sorcières qui était à cette époque craint dans toute l'Angleterre. Plusieurs de ces dames habitaient à Liverpool. Lorsque Colin se rendit au Golden Lion Inn, sur sa pause de midi, il entendit quelques propos sur ces sorcières venant d'un ancien capitaine de la marine qui dînait dans l'établissement. Intrigué, Collins alla à sa rencontre et mangea en sa compagnie. Cet homme semblait en connaître beaucoup sur ces vieilles femmes et ses malveillantes copines. Il raconta à Collins que les sorcières avaient un grand chaudron de métal noir dont elles se servaient pour faire bouillir des mixtures profanes faites à partir de cadavres qu'elles volaient dans les cimetières. Il prétendait avoir vu ces étranges femmes voler sur des balais. La nuit, elles entraient et sortaient de leur demeure par la fenêtre du grenier. Certains marins les avaient même aperçues volant par-dessus leur navire en pleine mer. On prétendait qu'elles étaient capables de voler jusqu'au pays de Galles, l'île de Man,
et même se rendre en Irlande, Mais c'est complètement absurde. déclara Collins, qui avait du mal à cacher sa nervosité. Marigore, qui venait de pénétrer dans l'établissement, apparut soudainement près du contremaître et le présenta à sa sœur en disant « Regarde Isabelle, c'est l'homme qui a volé mon argent. Je l'ai maudit et il va mourir d'une mort lente et douloureuse. » Sursautant de colère, Collins lança sa cruche de bière en direction de la tête de la vieille femme, qui l'évita de justesse. Isabelle s'interposa et demanda à sa sœur de retourner dans ses appartements. Plus tard, ce jour-là, les ouvriers se préparaient à quitter le chantier pour retourner à leur foyer, lorsqu'un épais brouillard envahit soudainement la rue. Les gens pouvaient à peine marcher sans risquer de trébucher. La visibilité était nulle. Soudain, brisant le silence de mort qui régnait sur l'endroit, des cris d'horreur d'un homme retentirent. Tous les entendirent et constatèrent qu'il semblait s'éloigner vers le ciel. Lorsque le brouillard se dissipa, le contremaître avait disparu. Puis l'un des ouvriers remarqua quelque chose d'étrange. Il pouvait voir une drôle de silhouette qui se trouvait sur la girouette du bureau de change. Ceux qui avaient une bonne vue prétendaient que ça ressemblait à une forme humaine, et lorsqu'ils s'approchèrent plus près de l'immeuble, ils constatèrent qu'un homme était bel et bien empalé sur le mât de la girouette de l'immeuble. Une foule se rassembla rapidement afin d'observer l'homme qui semblait toujours vivant. L'homme agonisant semblait légèrement bouger les bras, du moins c'est ce que les gens semblaient croire depuis le trottoir. Ils se questionnèrent à savoir qui était et surtout comment avait-il pu se retrouver dans une telle situation. Plusieurs pensaient que l'homme aurait pu tomber de l'aéronef de Vincenzo Lonardi, un pionnier de l'aéronautique qui avait récemment survolé la ville avec un ballon à air chaud. Cependant, grâce à un télescope, un homme reconnut M. Collins, le contremaître de Castle Street. Mais comment diable s'était-il retrouvé là? Alors que les autorités cherchaient une solution pour aller chercher le corps de M. Collins, un grand nombre d'oiseaux noirs fit leur apparition. C'était un rassemblement de corbeaux qui n'allait pas rater une occasion de s'inviter à un tel repas. Le corps empalé fut alors picoré par des dizaines de corbeaux. Pour eux, le corps n'était qu'une carcasse. Ils déchirèrent son corps jusqu'à ce qu'il ne soit qu'un amas de chair sanguinolente. En soirée, un violent orage frappa la ville, dispersant rapidement les curieux et les corbeaux qui fuyaient, les grêlons tombant du ciel. Un éclair frappa soudainement la girouette, faisant exploser le corps du contremaître. Les jambes, la tête, les bras, les intestins et ce qui restait de son torse tombèrent en pièces détachées aux alentours de l'immeuble, tout près de la foule. La grosse tache de sang sur le mur et le toit restera visible pendant plusieurs semaines, alors que les restes calcinés de M. Collins furent envoyés dans la fosse commune d'un cimetière local. Les ouvriers poursuivèrent l'agrandissement de la Castle Street et la construction d'une banque, mais chaque jour, pendant leur pause déjeuner, il y avait toujours quelqu'un pour parler de M. Collins et des étranges circonstances de sa mort. Les spéculations allaient bon train, et tous se demandaient comment le pauvre homme en était venu à être empalé sur une girouette. Un jeune ouvrier, un peu lent d'esprit, finit par affirmer qu'il savait ce qui était arrivé à Collins. Le garçon avait un certain mal à s'exprimer, mais dit finalement aux autres ouvriers ce qu'il avait vu ce jour-là. Les femmes sont descendues du ciel et l'ont emmené dans les airs.
De quelle femme tu parles, Sam? a demandé l'un des hommes du chantier. Les femmes en noir sur des balais. Elles l'ont emmenée. Les gars du chantier avaient bien du mal à croire une histoire pareille, mais ils savaient que Sam, ce pauvre attardé, ne disait jamais de mensonges. La rumeur s'est répandue rapidement. Les sorcières du clan de Marigore avaient-elles empalé l'homme au sommet de l'immeuble comme punition pour avoir volé l'une de leurs sœurs? Quoi qu'il en soit, ce clan de sorcières a vraiment existé. Et il est possible de connaître quelques-uns de leurs descendants qui vivaient dans le Merseyside. Si votre nom de famille est Gore, Molly, Loftus et McGoglin, peut-être avez-vous du sang de sorcière qui coule dans vos veines. Ces noms sont rattachés à ces énigmatiques cénacles qui marquaient l'histoire de Liverpool. Sur son grand cheval fantôme, elle s'avance lentement dans la forêt obscure. La nature est silencieuse, presque sans vie autour d'elle. Elle semble même se mortifier à mesure que celle-ci se déplace dans la nuit. Les oiseaux fuient lorsqu'ils aperçoivent le visage de la jeune femme dissimulée sous une longue capuche noire. Les arbres cessent tout à coup de se déchaîner à son passage, et le monde entier se fige face à l'angoisse de pouvoir un jour la rencontrer. Cette femme est la déesse des enfers. Elle est la créature que tous les hommes redoutent particulièrement. Et pourquoi? Parce qu'elle souhaite les anéantir, tous jusqu'au dernier. Une étincelle de vengeance scintille dans son regard lorsque l'un d'eux tente de l'approcher. Elle sourit face à ceux qui osent s'approcher d'elle et les guide tout droit vers le chemin de la mort, vers le chemin d'une mort cruelle et sans pitié. On raconte que dans la forêt où elle rôde sans cesse se trouve une mare. Oh non, il ne s'agit pas d'une mare comme les autres, sachez-le. Il s'agit d'une mare de sang dans laquelle elle se baigne chaque soir en riant. Une mare dans laquelle elle noie dans un premier temps ses victimes avant de les torturer lorsqu'ils ressortent leur tête hors du liquide rouge vif. Une mare dans laquelle chaque jour de nouvelles gouttes apparaissent lorsqu'un homme meurt entre les mains de l'elfe. L'elfe, n'est-ce pas un terme trop beau pour un terrible monstre comme elle? C'est pourtant ainsi que tout le monde l'appelle. C'est ainsi que l'on nomme cette femme qu'aucun homme n'a pu voir sans perdre la vie. La légende raconte même que personne n'a encore jamais entièrement vu son visage. Serait-ce une marque de camouflage pour pouvoir attirer plus facilement ses prochaines victimes dans son piège? D'après les témoignages de certains, c'est ce que tout le monde croit, mais la réalité est tout autre. Guinevere, de son vrai nom, est torturée par les démons de son passé, un passé sombre qui l'a profondément marquée. Lorsqu'elle était seulement âgée de 9 ans, son père a commencé à développer des marques de violence qu'il n'avait pas eues jusqu'à présent, et tous les soirs, il la frappait. Elle hurlait, en espérant trouver de l'aide, mais personne ne répondait à ses appels désespérés. Le jour, elle était enfermée dans sa chambre et pleurait à chaudes larmes sans pouvoir s'arrêter. Le soir, le rituel se répétait avec de nouveaux coups et des insultes. Au bout d'un certain moment, il avait fini par s'arrêter. Mais la jeune fille était restée renfermée sur elle-même, la blessure étant encore bien trop profonde. Le jour de son 11e anniversaire, son père a reçu des amis à la maison, et elle a pensé que, grâce à leur présence, elle pourrait se changer les idées et oublier le malheur qui s'était abattu sur elle pendant près de 2 années. Après tout, son père avait peut-être changé, mais malheureusement pour elle, rien de tout ce qu'elle avait pu espérer n'était arrivé. Et le soir même, elle a été agressée sous le regard moqueur des amis de son agresseur. Cette douleur la fit songer à commettre l'irréparable et à quitter ce monde pour lequel elle ressentait un dégoût profond. Son beau visage angélique s'était déformé à cause des coups
et des larmes qu'elle avait déversées chaque jour. Sa peau pâle donnait l'impression qu'elle était faible et sans vie. Malgré cela, la peur avait laissé place à la vengeance, à une forme de rancune. Elle se sentait à présent prête à se venger, prête à torturer son géniteur afin de lui faire regretter toutes ces années où il s'était montré sans pitié avec elle. Et c'est ce qu'elle fit. La veille de ses 17 ans, elle lui trancha la gorge dans son sommeil et l'observa se vider de son sang silencieusement, avec un large sourire aux lèvres. Pas une once de regret n'était visible sur son visage, alors que l'homme agonisait devant elle. Elle semblait avoir prémédité la nuit de sa mort durant des années, et après cela, elle s'est sentie libre et maîtresse de son destin. Elle avait même pris soin de trancher sa gorge lentement, de sorte que la douleur le coupe de son paisible sommeil et le tue lentement. Le soir même, les amis de son défunt père ont subi le même sort, toujours sans la moindre petite lueur de regret chez la jeune femme. Cette soif de vengeance auprès des hommes n'a fait qu'accroître et l'a conduite à passer du côté obscur, à être la hantise de tous. Elle est ainsi devenue une croqueuse d'hommes, mais dans le bon sens du terme, puisqu'elle se nourrit de leur chair après les avoir fraîchement assassinés. Elle les attire grâce à son timbre de voix qui a le don de séduire quiconque vient la rencontrer. On ne dissimule pas son visage, tout simplement parce que son mauvais sort l'a défiguré. Les profondes cicatrices que son père lui avait laissées ne s'en sont jamais allées, et ce, même au bout de plusieurs années. Elle était belle, elle était douce, et son malheur l'a transformée au point de devenir maîtresse de la torture et de l'horreur. Comme une marque de ses crimes, elle dépose une plume noire sur les restes de chacune de ses victimes. Cette plume est le symbole des rituels de la mort et de la renaissance, d'une femme brisée et changée par son passé effrayant. Elle taille les oreilles de tous les hommes qui croisent son chemin, comme signature de celle que l'on surnomme l'elfe noire. En un temps record, elle est devenue le symbole des enfers, la jumelle de la faucheuse et le pire cauchemar des femmes, des enfants et surtout des hommes. Elle est tout simplement devenue une légende vivante à elle seule. Une légende devenue immortelle par sa voix d'ange et ses crimes qui bientôt ne feront plus que des hommes un simple souvenir qui disparaîtra avec les années et avec le temps. Dans la vieille ville de Ravenswood, il y avait un cimetière, aussi vieux que les histoires qui l'entouraient. On disait que les pierres tombales de cet endroit portaient non seulement les noms des défunts, mais cachaient également les secrets les plus sombres de la ville. Chaque nuit de nouvelle lune, un phénomène inexplicable se produisait. Les pierres tombales changeaient, révélant non seulement le nom et les dates de naissance et de décès, mais aussi la vérité cachée de chaque âme qui était enterrée. C'était une nuit de nouvelle lune, lorsque Valérie, une jeune historienne profondément intéressée par le mystère local, a décidé de visiter le cimetière de Ravenswood. Armée de son cahier, d'une lampe de poche et d'un appareil photo, Valérie franchit les anciennes grilles de fer, déterminée à découvrir si les histoires qu'elle avait entendues étaient vraies. En marchant parmi les tombes, la lumière de sa lampe de poche révéla lentement les secrets inscrits sur les pierres tombales. Chacun racontait l'histoire d'une vie, des amours interdits, des trahisons, des actes héroïques et des péchés indicibles. Valérie, absorbée par ces découvertes, ne réalisa pas qu'elle n'était pas seule. Des ombres, des figures spectrales commencèrent à émerger, se rassemblant autour d'elle. Ils étaient les esprits de ceux dont les histoires étaient révélées. Au début, Valérie ressentit une peur paralysante, mais elle se rendit vite compte que les esprits ne cherchaient pas à lui faire du mal. Au lieu de cela, ils semblaient désespérés
que quelqu'un entende leurs histoires, que les vérités qui avaient été enterrées avec eux soient enfin connues. Valérie a passé la nuit au cimetière, à écouter les esprits. Chacun s'est approché et a murmuré son histoire. Certains pleins de remords, d'autres de joie et d'amour. Monsieur Hernandez trompait sa femme avec sa secrétaire, mais il le regrettait car il se rendit vite compte qu'il allait tout perdre. Mais en entrant vite chez lui, un soir, il fut percuté par une voiture et est mort sur le coup. Madame Rosario, qui sauvait tout ce qu'elle trouvait, surtout les enfants sans parents, les orphelins, ces derniers avaient tous grandi auprès d'elle, faisant d'elle une héroïne, et dont ces derniers s'en souvenaient encore, même 20 ans après sa mort, mais pas pour les bonnes raisons. Monsieur Dorian, lui, avait trahi la confiance de sa sœur, en l'agressant et en la laissant pour morte, sans avoir été puni. Il le regrette à présent. Et enfin, Madame Dolia, qui se parait de luxe et s'entourait d'hommes commettant tous les péchés que je ne décrirai pas. Valérie prenait des notes de chaque conte, jurant de ramener ces vérités oubliées dans le monde des vivants. Lorsque le premier rayon de soleil illumina le cimetière, les figures spectrales commencèrent à s'estomper et les inscriptions sur les pierres tombales revinrent à leur état d'origine, cachant une fois de plus les secrets de Ravenswood. Valérie a quitté le cimetière ce matin-là, non seulement en tant qu'historienne, mais en tant que gardienne des histoires qui lui avaient été confiées. Finalement, Valérie a publié un livre détaillant les vérités découvertes cette nuit-là dans le cimetière. Les histoires de Ravenswood n'étaient plus cachées. Elles avaient été libérées, permettant aux esprits de retrouver enfin la paix. Et même si certains habitants de la ville craignaient les vérités révélées, beaucoup ont trouvé le réconfort et compréhension dans la complexité des vies antérieures. Le cimetière de Ravenswood est devenu un lieu de pèlerinage, pas seulement pour ceux qui cherchaient à connaître les histoires de leurs ancêtres, mais aussi pour ceux qui croyaient à l'importance de se rappeler que derrière chaque nom gravé dans la pierre, il y avait une vie pleine d'histoires à raconter. Le soir de Noël, couché sur mon lit, je passais une nouvelle fois Noël seul. Mes parents étaient en voyage d'affaires et n'avaient pas de temps pour leur fille. J'en avais marre, alors je suis descendue dans le salon et j'ai allumé la télé. Les émissions étaient pas drôles. C'était des émissions de Noël, quoi. Alors que je venais d'envoyer un message à ma meilleure amie, un bruit derrière moi attira mon attention. Je me suis levée et j'ai essayé de voir quelque chose, mais rien. Alors je me suis laissée tomber sur le canapé, en maudissant mon chat d'essayer de me faire peur. Puis 3 coups contre une porte ont fait frissonner tout mon corps. Ce n'était pas la porte d'entrée, pas à cette heure-ci en tout cas. Les 3 coups ont retenti une nouvelle fois, et ma télé s'est éteinte. Arrête de me faire peur, Kailou, ça ne marche pas. En fait, j'essayais de me persuader à voix haute, mais finalement, même ma voix me trahissait. Alors je suis allée dans l'entrée, et les 3 coups ont retenti. Ça venait de la cave interdite. Mes parents m'ont toujours dit que je ne devais pas entrer dans cette cave, car elle était sale, et il n'y avait rien d'intéressant. À cette époque, j'avais 5 ans. À présent, j'en ai 15, et je pense que j'ai le droit de franchir quelques interdits. Alors que je me décidais à retourner dans ma chambre, le grincement et le bruit d'une clé dans une serrure couvraient le silence. J'ai descendu les quelques marches que j'avais montées et j'ai vu la porte de la cave ouverte. Et puis mince, si elle s'est ouverte, c'est sûrement un signe. Je suis entrée et j'ai descendu les marches qui grinçaient sous mon poids. La pénombre était de sortie dans cette pièce.
L'odeur de pourri me faisait mal à la tête. J'ai trouvé la lumière et j'ai allumé. Et celle-ci m'a complètement aveuglée. Quand j'ai trouvé la possibilité de voir, j'ai trouvé un spectacle horrible devant mes yeux. Mes 2 parents étaient là, morts, la gorge tranchée et les tripes à l'air. Mon chat sauta dans mes bras et sur le mur de la cave, j'ai pu lire un message ensanglanté. « Tu aurais dû écouter tes parents. » J'ai voulu fuir, mais j'étais paralysée. Quand j'ai compris qu'il fallait que je coure, j'ai grimpé les marches rapidement, puis la porte se referma derrière moi. Je respirais fort, puis je suis sortie de chez moi en hurlant. « À l'aide, pitié, aidez-moi !» Les voisins appelèrent la police. Après la découverte des corps, je fus conduite à l'hôpital Fleur Bleue. C'est ainsi que je fus enfermée en psychiatrie. La chose responsable de la mort de mes parents apparut et resta avec moi pour toujours. J'étais encore petite quand il est venu. Il avait l'âge de mon père. Il me regardait avec ses grands yeux noirs et son large sourire terrifiant. Je voulais pas le regarder en retour, mais la curiosité m'a saisie. Il a commencé à me chuchoter quelque chose. Si je me rappelle bien, c'était « Je reviendrai, et je resterai toujours avec toi. Je te le promets. » Il voulait me dire quelque chose d'autre, mais il est parti en courant avec ma silhouette maigre. J'avais à peine 7 ans. Je croyais que c'était simplement un cauchemar. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, et ça fait déjà 1 mois que mon enfer a commencé. Eh bien oui, l'homme est revenu pour tenir sa promesse. Je ne peux plus me regarder dans un miroir, sinon je vais voir son terrible visage sanglant et son large sourire terrifiant. Je ne peux plus dormir toute seule, sinon je sentirai ses 2 mains sur mes parties intimes. Et oui, ce monstre peut aussi m'agresser. Je ne peux plus dormir toute seule, sinon je sentirai ses 2 mains sur mes parties intimes. Et oui, ce monstre peut aussi m'agresser. Je ne peux plus rester dans le silence, sinon il y aura aussi les mêmes voix qui crient dans ma tête. Je pouvais plus tout simplement vivre à cause de ce terrible monstre. Adieu monde méchant, adieu monstre, Marie Le Granier. Rapport de police. Marie a été retrouvée morte dans sa baignoire. Elle s'était sûrement étouffée en buvant de l'eau de Javel. Ce texte a été trouvé 4 ans plus tard. Il a été écrit par elle-même et explique la raison de son geste. Peu de temps après, j'ai reçu une lettre étrange. Je l'ai ouverte et je me suis mise à la lire. T'es tombé dans le même piège que Marie. Fallait pas l'ouvrir. Je reviendrai pour toi. Et je resterai avec toi pour toujours. Je te le promets. À bientôt, le monstre. Cette fois, c'est sûr, pour une fois, je risque d'adorer la fête de Noël. Pas pour les bons moments de partage en famille, ni pour la joie qu'elle procure à ces répugnants petits humains, et surtout pas pour les décorations colorées et lumineuses des sapins et des maisons. Cette fois-ci, j'ai décidé que ce serait mon Noël, ruiner cette fête pathétique, déjà pour sortir de mon quotidien dans cette sombre crypte, car il y a des moments, c'est d'un ennui mortel. Mais la principale raison, c'est de rendre fou de rage ce bon vieux croulant en rouge et blanc qui répand la joie et la bonne humeur. Burk! Il a de la chance que je ne puisse pas le torturer, lui et ses satanés lutins. Bref, j'ai donc décidé d'innover cette année. J'ai intercepté quelques lettres de ces petits anges. Pardon, ces petits morveux qui étaient destinés à ce vieux barbu. Et ainsi, préparer ma propre liste de cadeaux horribles et terrifiants, pour permettre ainsi de pouvoir les distribuer. Les pauvres petits monstres, s'ils savaient qu'ils s'apprêtaient à passer le plus horrible et sanglant des Noëls. Alors, par qui commencer? Tiens, une petite Emma. Que veut-elle, cette petite morveuse? La nouvelle poupée tendance qui a tout plein de fonctionnalités?
Pathétique. Je dois bien avoir une ou deux poupées possédées qui traînent au fond de la crypte. Ah, parfait. Je crois que j'ai trouvé. Une poupée possédée par l'âme d'une tueuse en série. La pauvre a fini broyée pendant qu'elle était poursuivie par la police, après avoir massacré tant de familles. C'est juste parfait et elle est horrible à souhait. Ensuite, poursuivons avec le petit Thomas. Qu'a-t-il demandé à ce vieux barbu? Un kit de préparation du parfait petit alchimiste? Très bien, je vais lui envoyer un kit personnalisé. De quoi préparer les potions les plus dangereuses et sanglantes. Alors, de quoi préparer une potion qui fait exploser les orbites, une pour faire fondre les os dans d'atroces souffrances, une qui fait tomber les membres un par un, et une dernière potion qui fait vomir et sortir les entrailles. J'adore! Poursuivons avec la petite Camille, qui désire un animal de compagnie depuis quelques années. Ah, je vous jure, aucune originalité. Bon, je devrais envoyer une de mes créatures, la plus hideuse et la plus dangereuse. Et en petit bonus, elles sont toutes pratiquement affamées. Je n'ai que l'embarras du choix. Tout être vivant a quand même le droit à mon festin, non? Continuons encore cette fois-ci avec la petite morveuse de Sarah. Alors, que veut-elle? Le nouveau dessin animé à la mode, près des petites filles? Pff, j'ai encore mieux pour elle. Une vieille cassette d'un dessin animé, d'un personnage connu, mais c'est très loin d'être joyeux. Une bande-son et des cris à vous glacer le sang. Et un personnage qui se décompose au fur et à mesure que les minutes passent. Certainement mon préféré. Mais de quoi terroriser et donner des cauchemars à cette gamine pendant des mois. Et enfin, pour finir en beauté cette liste, je vais réaliser le vœu du petit Antoine. Lui qui désire que son père disparu en montagne revienne pour Noël. Spoiler, il est déjà mort. Mais un ami nécromancien me doit un petit service. Je vais donc réaliser son vœu. Imaginez le bonheur et ensuite l'effroi dans les yeux de cet enfant et de sa mère, en y découvrant un père et mari en décomposition, et sans doute aussi affamé. Mon petit doigt me dit que le père se fera très plaisir avec un bon repas de Noël. Bon, ce n'est pas le tout, mais je dois encore envoyer quelques créatures au pôle Nord pour faire diversion chez ce bon vieux barbu et terminer les préparatifs. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un macabre Noël.